participer à cet éloge collectif du pourri aujourd'hui qui est organisé dans le cadre des rendez-vous européens de l'éthique alimentaire. Et nous allons commencer avec quelques minutes de retard, mais nous allons commencer. À l'ère du pasteurisé et de la mise au banc des politiques crapuleux, le pourri n'est pas en odeur de sainteté, c'est le moins qu'on puisse dire. Dégradation des corps, corruption des esprits, son évocation suscite a priori plutôt le dégoût. Pincement de nez, haut le cœur, frisson. Associé à la mort, il participe d'un imaginaire du grouillant, du puant, du moisi, vaste palette horrifiante, matière à vanité dont les artistes ont pu exploiter toutes les potentialités depuis longtemps. Et pourtant, le pourri peut devenir un élément culturel fort, voire même fondamental, à partir du moment où on le fait basculer dans la culture à travers la notion du fermenté. Donc il va moins s'agir ici de faire un éloge du pourri en tant que la fermentation sauvage et grouillante qui est à l'œuvre sans maîtrise, mais bien au contraire de réfléchir sur la limite et la frontière entre le pourri et le fermenté. Dans un cas, on est du côté de la culture, avec la fermentation. Dans l'autre, on est du côté de la nature, de quelque chose qui n'est pas ingérable a priori. Et le pourri ou le fermenté pose en permanence des questions de frontières, d'acceptation. Il s'agit du même processus a priori, et pourtant dans un cas on le mange et dans l'autre on ne le mange pas. Donc c'est un peu cet axe-là que nous avons commencé à entrevoir, et nous avons pour cela et pour évoquer toutes ces questions, différents spécialistes du pourri culturel, de la fermentation, avec tout d'abord Madame Yumiko Airira, qui est journaliste gastronomique, entre autres, mais qui fait beaucoup de choses, qui travaille avec Monsieur Okuda, qui est un grand cuisinier japonais, qui représente les cuisiniers japonais de Kyoto, voilà, et qui est une spécialiste de tout ce qui va être les produits de la fermentation au Japon. On n'est pas non plus complètement dans l'exotisme, nous avons aussi Eugène Schaeffer, qui est plutôt du côté de la fermentation locale, puisque vous êtes agriculteur et vous pratiquez notamment la fermentation lactique de la choucroute. Juste à côté de lui, nous avons Georges Métayer, qui est ethnobotaniste, et spécialiste de la fermentation en Chine. Donc on va pouvoir avoir des échanges très intéressants sur la problématique de, par exemple, le chou fermenté en Chine est-il différent du chou fermenté à Strasbourg? Si oui, pourquoi et à quel niveau? Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Barbeau, qui est cuisinier à Paris. C'est le chef du restaurant L'Astrance et qui pratique des essais obscurs sur la fermentation dont il va pouvoir aussi nous parler et qui est un grand connaisseur de la cuisine japonaise. Donc voilà, tout ça va donner lieu à des échanges sur lesquels vous serez ensuite évidemment amené à participer et à peut-être évoquer vous-même des souvenirs personnels. On peut commencer par se poser la question à plusieurs niveaux, c'est-à-dire la fermentation. Je vais vous donner la parole après, je suis moi-même en train d'écrire un livre qui s'appelle Éloge du pourri, d'où le titre de cette table ronde. Et c'est toujours délicat de se présenter, mais donc je suis philosophe et je travaille sur la problématique de la symbolique alimentaire. Et donc la fermentation est un peu mon sujet de prédilection en ce moment. Donc voilà. Et c'est vrai que la fermentation, c'est un processus qui nous invite à poser des questions de culture, à la fois de pratique, et c'est un des sujets qu'il faut qu'on aborde, c'est-à-dire comment on fait fermenter quelque chose, c'est quoi ce contrôle-là qu'on applique à l'alimentation, avec... ça a changé de son, mais vous m'entendez toujours? Oui, d'accord. Pardon. Et avec puisque finalement la fermentation, on a un produit qui est cru, il va naturellement être amené à se dégrader, à pourrir, sauf si on le cuit. Ça, c'est vraiment les grandes catégories, le cru, le cuit, le pourri. Pour reprendre les catégories de Lévi-Strauss. Et en même temps, la fermentation, c'est une transformation culturelle du cru qui n'est pas la cuisson. Sauf pour certains produits, donc nous verrons qu'ils sont à la fois crus et qu'ils sont à la fois cuits et pourris, comme le pain. Parce que quand on pense fermentation, il faut quand même se dire que dans ce qu'on consomme, et vous le verrez ensuite également sur le buffet, il y a énormément de produits fermentés. Et différents types de fermentation qui développent différents types de goûts. Et à chaque fois, la problématique qui est en jeu, c'est vraiment comment détourner les lois de la nature, comment on détourne une rivière pour produire quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la nature et qui pourtant y participe et qui peut toucher
toujours retomber du côté de la nature. C'est-à-dire qu'on peut rebasculer du côté du sauvage. Un fromage qui est trop fait, une viande qui est trop maturée, on retombe dans la nature. Donc vraiment, là, je place tout de suite le débat sur un niveau symbolique. On va revenir sur la partie pratique, mais c'est ça qui est en jeu derrière. Et c'est fondamentalement quelque chose qui est producteur de symboles autour de la mort, de la fécondité, etc., qu'on va pouvoir aborder aussi sans pour autant oublier la partie pratique qui est fondamentale. Je me tourne d'abord vers Yumiko, qui nous a apporté quelques produits japonais. Et ce serait intéressant que vous nous parliez un peu du rôle de la fermentation au Japon. On a commencé à un petit peu en parler dans le train, parce qu'on vient juste d'arriver, et on a répandu une odeur délicieuse dans le train en ouvrant quelques boîtes. Donc, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu et répandre quelques odeurs aussi délicieuses dans la librairie? Ça y est, ça marche. Bon, donc, justement, j'ai voulu emmener quelques produits qu'on peut manger à la pause. Mais j'ai réfléchi, mais finalement, je n'ai pas pu trouver les produits fermentés japonais qu'on peut manger comme fromage. Par contre, nous avons beaucoup de condiments, la sauce. Vous connaissez bien la sauce de soja. Bien, ça c'est le miso. La sauce de soja ou miso, c'est à la base de soja cuit à la vapeur. Et puis, donc, c'était avec le champignon koji. Donc, c'est bien fermenté. Et sinon, j'ai emmené aussi, par exemple, alors ça, on pourrait faire passer en moment donné. ça c'est, oui, à tout à l'heure, vous devez absolument goûter. ça se voit, ça c'est, on ne peut pas dire fermenté. Bon, fermenté, c'était plutôt le côté pourri, il me semble, mais ça c'est très bien pour le corps. Ça c'est, ça baisse le taux de cholestérol. Ça c'est ça, natto. Et donc, ça c'est donc ça chili. Donc on met donc natto, c'est on fait cuire à la vapeur des soja. Et ensuite on emballe avec des pailles. Donc c'est dans les pailles il y a donc les bactéries. Donc ça se fermente automatiquement. Et donc nous avons beaucoup de produits autour de soja. Parce que le soja qui contient beaucoup de protéines végétales. Pendant 1000 ans, dans notre histoire, c'était interdit de consommer des animaux à captura. Bon, plus précisément, des singes, on ne mange pas toujours des singes, mais des singes, et des animaux domestiques, ça veut dire des animaux domestiques, ça veut dire qui travaillent dans le champ. Et donc des taureaux, ou des vaches, ou bien du porc, pour cela. C'était interdit à consommer. De toute façon, chez nous, notre climat ne permet pas. Parce que c'était très humide aujourd'hui. Et puis nous n'avons pas beaucoup de terrain. Et donc nous n'avions pas autrefois nous n'avions pas de. Donc, c'était de l'élevage. Oui. Et donc, pour obtenir une protéine, nous avons dû chercher la mer. Heureusement, notre pays était complètement entouré par la mer. Et donc, nous consommons toujours beaucoup de poissons. À part de ça, nous avons donc beaucoup de cultures de soja. Et donc, les condiments, à la fois condiments, mais autrefois, c'est souvent ça marche très bien avec le riz, parce que c'est un petit peu salé. Et donc, du riz et puis ce genre de condiments, on peut obtenir le protéine végétale. Et puis, et aussi, c'est influencé par le bouddhisme surtout les zen. Et donc, nous avons donc les condiments autour du soja. Et puis, et aussi, à part le produit fermenté, ce qui est connu, c'est le saké, le riz fermenté. C'est avec le champignon koji. C'était toujours le ferment s'appelle koji. C'est une sorte de champignon très banal, donc aspergillus, et donc qui fait le fromage, par exemple le roquefort. Ça c'est aussi aspergillus. Oui, et donc il a été découvert. Oui, c'est ça. Donc ce champignon vous trouvez maintenant, mais à côté de vous. Et donc nous avons. Sinon,
nous avons un tout petit peu de tsukemono, ça veut dire légumes salés, légumes fermentés salés. Par exemple, ça c'est, vous imaginez donc radis. Ça c'est le radis. Ça c'est le radis séché premièrement et on fait mariner dans le son, dans le poudre de son et du sel. Et donc le son, voilà. Et le son qui contient beaucoup de vitamine B. Nos grands-parents Oui. utilisaient chez nous énormément. Oui. Et donc, et en plus, donc, on peut bien conserver et donc, des légumes. Et donc, et en plus, c'est ça, c'est assez salé. Et donc, ça marche bien avec un bol de riz. Et donc, bon, peut-être ce qu'on peut manger, vous pourrez déguster aussi. Et sinon, nous avons beaucoup de sortes de tsukemono. Donc, c'était comme monsieur fait donc, le sucre. Et nous faisons beaucoup de tsukemono, donc légumes salés marinés, avec shushinoa, ou bien de radis, ou bien d'autres légumes. Mais au goût de sel, ou bien au goût de sauce de soja ou au goût d'autres condiments. Donc il y a seulement, simplement donc, légumes marinés salés, mais souvent et aussi encore la fermentée, mais fermentation aussi lactique. Et donc ça devient un petit peu... Juste rappeler que la fermentation lactique, c'est celle qui est à l'œuvre dans la choucroute. Je ne sais pas si tu connais les grands types de fermentation, mais effectivement, c'est... Oui. Et donc, nous aimons bien donc, le goût de fermentation lactique. C'est pour ça donc les Japonais qui viennent à Strasbourg, qui adorent le choucroute, et surtout le choucroute de navet. Ah, le navet, c'est aigre. Oui, mais donc les deux choucroutes sont vraiment notre préférence parce qu'il y a des goûts simultanés. Ça, c'est intéressant parce que ça montre bien qu'il y a des structures communes en termes de goût et de processus. On parle de frontières culturelles, puisque quand vous allez explorer d'autres types de fermentation, il y a des moments où il y a vraiment une barrière. Si vous allez chez les Esquimaux et vous goûtez des choses qui ont été fermentées dans des pots entières de phoques pendant 6 mois, on est vraiment confronté à une barrière culturelle. De même que le fromage peut susciter un vrai dégoût et non plus un goût du point de vue de quelqu'un qui n'a pas été élevé avec ce type de... Voilà, c'est en fait quelque chose qui peut paraître naturel, mais qui est quand même assez étrange. Et en même temps, dans des continents très différents entre le Japon et Strasbourg, vous allez retrouver un type de structure de fermentation de légumes qui sert à conserver les légumes pour l'hiver, au départ. On est vraiment sur une problématique dans la fermentation, et ça on va y revenir parce qu'il y a même des essais intéressants qui sont faits par rapport à ça, mais c'est vraiment se dire comment on peut conserver pour plus tard quelque chose qui est subitement abondant. Le fromage, une vache en période de lactation, elle fait 2000 litres de lait. Vous n'allez pas boire 2000 litres de lait, sachant qu'on n'en aurait plus en dehors de la période où elle a son veau et donc où elle produit du lait. Donc on va trouver une technique pour conserver ce lait. De la même manière que quand on tuait un cochon et qu'on avait 200 kg de viande, il fallait bien trouver une solution pour éviter de perdre ou de consommer tout de suite. Et on évoquait tout à l'heure, et je vais aussi vous donner la parole, Georges Métillier, la question du rôle des congélateurs. Aujourd'hui, on a trouvé tout un tas de techniques de conservation qui présupposerait de ne plus être obligé d'utiliser la fermentation. Vous pouvez congeler la viande, vous pouvez déshydrater le lait, vous pouvez... Bon, et en fait, on continue à produire de la charcuterie et du fromage. On voit bien quand même qu'il y a autre chose qui est recherché que juste la donnée initiale qui est le pour plus tard, la conservation, mais ça va au-delà. Il y a un goût, il y a une complexité aromatique, il y a des symboles, il y a de la culture qui fait qu'on a envie de consommer ces produits fermentés par-delà la nécessité qui était initiale. Ce serait intéressant d'avoir un témoignage aussi sur le chou fermenté en Chine, si vous pouviez nous en dire quelques mots, et sur toutes les... Aussi au VIe siècle, quand vous avez écrit un texte, un livre que je vous invite à lire, qui s'appelle... Il y a un texte de Georges Métayer, c'est un ouvrage collectif sur la fermentation qui s'appelle Ferment en folie, et dans lequel vous parlez notamment de la fermentation du chou au VIe siècle, avec tous les interdits que ça suscite et les rituels que ça met en place. C'était bonjour. En fait, actuellement, la consommation des choux fermentés, c'est une consommation familiale. En fait, on prépare
légumes chez soi. Il n'y a pas que du chou. Le chou est un élément de base. Ça s'appelle des Brotzeit. Et en général, c'est servi en début de repas. Et dans certains restaurants, on les sert comme ça un peu à amuse-gueule en attendant que les plats arrivent. Et ce sont des... Donc, on choisit des légumes en général qui ont une bonne texture. Donc, le chou par essence, des carottes, de laver, des choses qui se tiennent assez. On les découpe en petits morceaux, en lanières, on les met dans un récipient, on recouvre d'eau qui a été bouillie naturellement, qui a été bouillie, et puis on rajoute un peu de sucre parfois ou un peu d'alcool, mais pas beaucoup, et ça va en fait très vite, et ça donne un produit qui est très craquant puisque ça n'a pas fermenté pendant très très longtemps, c'est-à-dire que l'on peut approvisionner pratiquement constamment. Il suffit d'en avoir toujours un petit peu à l'avance. Alors ça, c'était... dans les restaurants chinois, c'est rare d'en trouver, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une cuisine faite par des vrais cuisiniers traditionnels qui savent préparer les choses. Et puis, ils pensent que souvent les gens n'aiment pas, alors que lorsque vous faites goûter à des Français, par exemple, ils se régalent, parce que c'est quelque chose, c'est craquant, puis ça vous met un appétit. Donc ça, c'est un aspect et alors, là aussi, pour le chou fermenté, il faut voir que un pays comme la Chine, c'est 20 fois la France en superficie, on part du climat sibérien et on arrive à des climats tropicaux. Donc vous voyez que les notions aussi de culture tropicale, par exemple, il y a des cultures chez nous qui sont considérées comme tropicales parce que c'est de l'autre côté de la Méditerranée, si vous voulez. Mais en Chine, vous avez le coton, par exemple, qui remonte pratiquement 100 km au sud de Pékin. Alors que un hiver à Pékin, vous avez moins 20, moins 30 facilement. Mais à l'été, vous allez avoir près de 40 aussi. Et donc, mais n'empêche qu'en hiver, dans la Chine du Nord, il n'y a pratiquement pas de légumes frais. C'est-à-dire les seuls que l'on fait, c'est sous des couches, en fait. Ce sont des petits oignons, en fait, dont on consomme surtout la feuille, en fait. Mais en revanche, on consomme énormément de choux. Alors c'est le chou, le baicai, le chou chinois, mais c'est des choses qui sont allongées. D'ailleurs, entre parenthèses, lorsque les missionnaires français avaient envoyé des graines de choux en France au XIXe siècle, les choux chinois, les gens en ont semé, les gens du musée aussi, ils ont dit, mais c'est pas des choux, ils ne pomment pas. Donc un chou pas paumé, si le chou n'est pas paumé, c'est pas un chou. Et donc ça n'avait pas pris, parce que maintenant d'ailleurs c'est vendu souvent comme de la salade. Ces choux chinois, vous voyez, on appelle ça ice quelque chose, parce que ce côté craquant, et c'est plus facile à manger que notre bon chou bien costaud. Et donc si vous allez en Chine du Nord avant l'hiver, vous voyez des monceaux de choux sur les trottoirs. Et ces choux vont être salés. Et pendant tout l'hiver, les gens vont manger le petit déjeuner, par exemple, classique, c'est du chou salé, des radis navets salés, du riz, ou bien du riz comme on le connaît, sec, ou bien une bouillie de riz. Et ça, c'est la nourriture de base du peuple chinois normal à l'hiver. Pratiquement aux 3 repas. Vous aurez... alors après, ça peut être sauté, mais le matin, c'est uniquement comme ça. Et donc, ce chou est très très important. Et alors, on le fait d'abord sécher un peu avant de le mettre au salé. Et vous passez dans des villages, vous avez les maisons, les toits sont recouverts de choux. Il y a des choux parce qu'il faut qu'ils prennent le gel du premier coup, et après, on va les saler après qu'ils aient été pris par le gel. Cuit par le froid. Oui, un peu. Chez nous, on le fait pour les choux bruxelles. On dit toujours qu'il faut qu'ils soient gelés avant de manger. Et puis peut-être incidemment, on parlait des odeurs. Ce qui m'a toujours frappé, c'est le côté culturel du dégoût par rapport à l'odeur. Parce qu'on a évoqué la préparation à base de soja. En Chine, il y a un soja. Les Chinois aussi consomment énormément de soja. Et
et le soja sous forme essentiellement de tofu. On appelait autrefois fromage de soja, mais comme fromage, on n'a pas le droit d'utiliser pour des choses qui ne sont pas d'origine, enfin pas à base de lait, donc on dit tofu qui est le terme. Et ce qui m'a frappé quand j'étais en Chine il y a une cinquantaine d'années, en particulier à Nankin, les gens allaient l'après-midi, au moment où le tofu était frais, pour acheter le tofu frais, comme on va à la boulangerie, nous, pour avoir le pain du jour. Ça a changé, non? Il y avait vraiment, c'est possible que ça ait changé maintenant. Mais en tout cas, si vous voulez, le soja était présent. Et donc, il y a une préparation que l'on laisse fermenter et que les Chinois appellent chou tofu, c'est-à-dire le tofu pur. Et alors ça, vous le faites sentir à un occidental, un français, qui est assez dégoûtant. Et puis, ce qui m'a frappé, c'est que lorsque les Chinois viennent en France, si les gens en général, ils ont un dégoût de tout ce qui touche au fromage. Absolument terrible. Et à tel point que j'avais un ami qui était en France depuis 20 ans, il habitait dans une rue, il y avait une très bonne fromagerie à Paris, et il me disait, quand je prends la rue, je cherche le trottoir tout le temps pour me battre, sentir ça. Eh bien, vous faites sentir un camembert fait à un Chinois, il va dire que c'est affreux, et quand vous sentez les deux, vous lisez un hamster, et vous vous apercevez que, en fait, ces deux mauvaises odeurs, entre guillemets, sont très très voisines. Mais d'un côté, c'est bon, et de l'autre, c'est mauvais, et vice-versa. Et ça m'a toujours fasciné. Alors que la même odeur, pratiquement, va déclencher le dégoût culturel dans la culture. Vous voyez. En termes de C'est vrai que si on sent, quand vous aurez l'occasion de sentir ce soja fermenté, vous verrez qu'il y a vraiment une proximité avec le fromage en termes d'odeur, alors qu'on n'est pas du tout sur le même produit initial, mais en termes de fermentation. Dans le chou, quand vous le cuisez, pour enlever l'odeur. Oui, on l'a dit, oui, bien, on a dit ça. Et le chou chinois qu'on trouve chez nous maintenant régulièrement, il n'a pas d'odeur quand on le cuit. Je trouve qu'il ne sent pas. Alors, ce qui est vraiment, je me charge de mettre en perspective et en relief aussi des choses que vous venez de dire qui sont vraiment intéressantes, c'est cette notion de condiment pour la fermentation ou d'amuse-gueule. Et là, il y a peut-être un élément fondamental qui est une différence entre... en France, la fermentation joue assez peu un rôle de condiment. Elle joue un certain rôle, mais on est quand même sur un élément qui peut être un élément central du repas. Et la notion de condiment dans une culture qui travaille beaucoup avec le cru et qui va ajouter cette espèce de sauvage culturel, mais c'est une façon d'ensauvager le cru ou d'ensauvager et de produire de la variation sur un élément qui peut être toujours le même. Mais on va développer une complexité en termes de goût et on va pouvoir avoir de la variation sur une base de cuisine qui serait monotone aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une piste à ce niveau-là? Et cette idée d'alimenter constamment c'est une sorte de levain du coup, cette base qu'on réalimente en permanence avec du chou frais pour toujours fermenter. Alors je vais vous donner la parole pour qu'on parle aussi de la choucroute, mais la base de la fermentation, c'est qu'elle pose une problématique qui est celle du temps. La fermentation, autant le cru ou le cuit, on est sur du temps court, autant la fermentation, on est sur un temps qui est actif et qui prend du temps. Et en fait, la fermentation, enfin, la thèse que je voudrais proposer aujourd'hui, c'est aussi que la fermentation, c'est le goût du temps. C'est un temps qui donne du goût et c'est un temps qui travaille. Et le temps qui a l'air, on laisse... voilà, vous prenez un produit cru, vous prenez un produit fermenté, vous voyez bien qu'il y a un temps qui s'est développé, qui a donné du goût. Vous prenez un vin qui va vieillir, plus le vin vieillit, plus sa longueur en bouche, plus sa complexité va se développer. C'est tout le charme du plat mijoté aussi, mais voilà, la question du temps qui donne du goût. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et quand on parle de réalimenter comme un levain, il y a très peu de temps, je discutais avec Apollonia Pollan qui me disait le levain, ça pose la question de la transmission. Parce que c'est quelque chose qui, justement, qui peut durer des années. Je ne sais pas si vous connaissez comment on fait du levain, mais en gros, c'est de la farine et de l'eau qu'on fait fermenter et qui va produire une base. On appelle ça le levain mère. On voit bien toute la symbolique que ça met en route derrière. Et ce levain mère ou ce levain chef, ça dépend des pays, va servir
va être alimenté en permanence, on garde une base qui est permanente, enfin, qui perdure. On n'utilise pas tout son levain en recommençant. Donc on est sur un temps long et sur une problématique de transmission, de génération spontanée, mais de génération qui se prolonge. Alors, puisqu'on est dans le chou, on va continuer avec la choucroute. Est-ce que vous pourriez... alors, on est dans un public qui est déjà assez averti par rapport à ce produit, mais ce serait intéressant de rappeler les grands éléments fondamentaux de la choucroute. Bon, tout d'abord, je suis agriculteur à Gersbolsheim, donc on est producteur de choux à choucroute, mais entre-temps, sur l'exploitation également, on fait des volailles labels, on fait de la viande bovine, et ensuite de la betterave sucrée. Donc, c'est les exploitations de polyculture, qui est tout près de la ville. Bon, alors, le chou à choucroute, comme ça a été dit, le chou à choucroute, tous ces légumes fermentés ont été développés notamment chez nous dans les pays nordiques. Là, à un certain moment d'hiver, on manquait de légumes. Et très tôt, les hommes se sont posé la question de savoir mais comment conserver, notamment tous ces légumes, etc. Ce n'était pas le cas dans tout. Après, donc, ils ont trouvé la fermentation existait. Mais ils ne savaient pas que c'était à base de bactéries, des enzymes, etc. Parce qu'aujourd'hui, on a la connaissance scientifique, il faut le dire. Il faut bien regarder comment les choses se passent, etc. Alors les gens, c'est vrai, ils travaillaient de façon empirique. Ils savaient très bien comment. Et c'est vrai que l'affaire du chou fermenté, comme tu l'as dit, ça vient de Chine. On a vu que les Chinois, à certains moments, ils savaient conserver, surtout dans le Nord, comme chez nous, dans le Nord également, les légumes. Donc, on est parti là-dessus, et donc ce savoir-faire s'est transmis ici. Je pense qu'aujourd'hui, la production, la fermentation doit être la même qu'au moment où les ouvriers chinois construisaient la Grande Muraille. Pour la choucroute, c'est simple. L'Alsace est un pays où poussaient des choux. Et à un certain moment, les gens se sont dit, mais comment conserver? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait des grandes trappes, ou alors ils coupaient avec des couteaux, ils mettaient ça dans un tonnelet en chêne, et ensuite, après, ils mettaient du sel. Parce que la choucroute, c'est simple. Il ne faut pas chercher longtemps. Tout d'abord, il faut du sel. Pour 100 kg de chou râpé, il faut entre 2 et 3 kg de sel. Je reviendrai tout à l'heure, c'est ce qu'il faut. Après le sel, il faut une température pour que la fermentation puisse se faire. Ce sont des bactéries qui travaillent. Ça se fait entre 15 et 20 degrés, ça peut être plus, etc. Et après, il faut mettre tout ça à l'abri de l'air, parce que les bactéries sont des anaérobiques qui travaillent à l'abri de l'air. Parce que dans l'air, c'est la pourriture. Oui, parce que pour la plus grande partie du temps, tous les anaérobiques pour conserver, etc. Vous avez la même chose dans la fabrication des jambons, les saumures, les sels, des bactéries, dans la fabrication des saucissons, etc. Tout ça, ce sont des bactéries anaérobiques, etc. Même dans les fabrications de fromage, etc. Parce que, même dans la fabrication alcoolique, vous avez les bactéries alcooliques, vous avez les bactéries acétyliques qui font le vinaigre, vous avez les proprioniques qui font ce qu'on appelle les fromages à pâte cuite, fermentés, etc. Voilà les 4 bactéries. Alors, je reviens sur la choucroute. Alors, la choucroute, donc, ça s'est développé petit à petit. On commençait au 19e siècle également à avoir une activité industrielle très importante et la choucroute devait pouvoir s'acheter. Là, il y a les choucroutiers qui sont en place, ils ont fait des cubes, en béton, n'importe, et ensuite, on a commencé vraiment à fabriquer la choucroute de façon industrielle. Mais dans les fermes, on continuait à le faire nous-mêmes, dans nos tonneaux, etc. Alors, je disais donc, c'était le sel, il fallait entre 2 et 3%, c'était le chou râpé parce qu'il fallait le couper en lamelles, et après, à l'abri de l'air. Alors, il y a un temps. Le temps, par exemple, lorsque vous avez des choux précoces que vous récoltez au mois de septembre, n'importe, déjà là, le chou est plus chaud. Donc la fermentation est plus rapide. Vous mettez un peu plus de sel, etc. Et la fermentation peut se faire en 3 semaines. Lorsque nous récoltons les choux tardifs, au mois d'octobre, novembre, les derniers, etc., c'est beaucoup plus froid. Et là, la fermentation peut demander 6 semaines à 2 mois. Avec le même produit. Nous avons toujours dit que les choux tardifs, la fermentation longue, qui a développé un peu plus d'acidité
etc., était meilleure que la choucroute précoce.